des engagements qui étaient très propres à moi-même. Je suis très passionnée de vin. Cette légitimité à se dire, ok, tu montes ton domaine et tout, j'avais peur, je sais pas, j'avais un peu honte en fait. La passion, elle pousse tout, et l'envie de faire. Mais on peut dire que ces vins clairs, dans ma philosophie des vins, c'est de travailler sur des très beaux vins clairs et la bulle et le poivre sur le plat. Alors je suis une optimiste, hein, donc moi j'aime tout le monde. Ouais, a priori, ouais. Salut à toutes et tous, c'est Hugo, vous écoutez Baltaz, Vin Vigneron, le podcast qui part à la rencontre des gens qui font le vin à travers la France. Aujourd'hui nous partons en Champagne, à la rencontre d'Élise Bougie. Après une carrière professionnelle démarrée sur Paris dans une grande maison champenoise, elle revient en 2014 dans la région de Reims dans une période familiale difficile pour y lancer une double activité. Elle fonde d'abord, dès 2014, donc les Bouchons d'Élise, une agence de vignerons qui en représente environ 25 dans la région de Reims. Et puis, elle est aussi vigneronne au domaine qui porte son nom, en Champagne, un petit domaine d'environ 3 hectares qu'elle reprend en 2016 pour le convertir en bio et surtout faire du vin, alors que les générations précédentes vendaient à la coopérative. Élise, la dernière phrase qu'elle me dira avant que je lance l'enregistrement, je m'en souviens encore, c'était « Oh, tu sais, on peut parler de ce que tu veux, même de philosophie ». Un côté un peu artiste, une franche volonté d'aller de l'avant, une énergie communicative qui vous saisit dès que vous ouvrez la portière de la voiture en arrivant chez elle. Et puis il y a les vins, je le reconnais, la Champagne n'est pas la région que j'ai le plus goûté dans ma vie. Peut-être le côté un peu élitiste de son image, peut-être de la pudeur aussi de ma part. Mais quand j'ai goûté chez elle, j'ai honnêtement découvert ce que c'était le champagne. Notamment avec ses pinots noirs, j'ai découvert des champagnes presque vineux avec des textures incroyables. Découvert que des nuances extraordinaires existaient entre les terroirs. Bref, je vous laisse avec elle pour un moment. Un dernier mot peut-être pour vous dire qu'il m'est arrivé ce jour-là avec Élise ce que tout podcasteur redoute, l'enregistrement du son qui n'a pas fonctionné. C'est donc le son de la caméra que vous entendrez, que j'ai retravaillé du mieux que je pouvais, mais qui forcément sera un peu moins clair que d'habitude. Merci pour votre compréhension. Bonne écoute, rendez-vous sur baltaz.co pour recevoir chez vous les vins de nos invités. Ceux d'Élise arriveront un peu plus tard, il n'y en a pas beaucoup, et ils sont demandés, mais elle me l'a dit, au printemps prochain, je devrais pouvoir avoir quelques bouteilles. Pensez à noter le podcast, partagez-le autour de vous. À très vite, ciao. Parfait. Bon, Élise, on y va ? On y va. Allez, let's go. Bonjour à tous, on est aujourd'hui donc dans le village d'Éméneux, tout près de Reims, en Champagne évidemment, avec Élise Bougie. Salut Élise. Salut. Bon, je suis ravi d'être là. Comme je te disais Élise, voilà, je te préviens, tu vas avoir un peu un rôle pédagogique aussi aujourd'hui par moment dans cet épisode, parce que bien sûr j'ai envie de faire connaissance avec toi, qu'on parle de toi, qu'on comprenne qui tu es, comme je te disais, c'est vraiment ma démarche. Mais t'es aussi la première vigneronne champenoise que je rencontre, en tout cas que je visite. Et le Champagne, j'ai envie de parler de plein de trucs parce que Champagne, ça fait appel à plein de choses. Je suis super content de venir. Je remercie Franck Ramage, c'est lui qui m'a dit faut aller voir Élise, c'est la nouvelle génération. Tu vas voir, c'est très très chouette. Il m'a chaudement recommandé de venir te voir. Voilà, donc merci beaucoup de me recevoir ici, du coup, dans ta cave. Le sommaire, comme je te disais, on va commencer par toi, ton parcours jusqu'à tout ce que tu fais aujourd'hui. On va essayer de dérouler un peu ça, depuis ton enfance et tout, comment tu t'es construite. Parler du champagne plus largement, comme je disais, parler de l'histoire ici du domaine, des évolutions sur les générations, de ce que toi tu as amené, parce que quand tu as repris, je crois que j'ai lu 2-3 trucs que quand même ça a un peu changé, donc on parlera de ça. L'organisation aujourd'hui, un peu toutes tes activités, comme je te disais, voilà, on va parcourir un peu tout ça. Mais avant tout ça, Élise, est-ce que je peux te demander de te présenter? Et t'as tout le temps que tu veux, prends ton temps. Alors, merci d'être venue me voir en Champagne, ça me fait plaisir. En plus, je suis la première, donc je suis vraiment très contente. Donc, je m'appelle Élise Bougie, je suis une petite fille, la petite montagne de Reims. Petite montagne de Reims, c'est une région en Champagne qui est le bout de la montagne de Reims, du côté de Gueux, Ville-d'Aumange, Écueil, Les Méneux. On est sur des premiers crus. Où on cultive du pinot noir et du pinot meunier, donc plutôt des raisins rouges. Moi, je suis née dans ce domaine. Mes grands-parents étaient fermiers, donc avaient des animaux, mais aussi faisaient du blé jusqu'en 1960. Et ma grand-mère vient d'un village de Grand Cru du Mesnil-sur-Oger, où on cultive du chardonnay, qui est un village historiquement très connu.
Et elle est née dans une famille morisée, une famille vraiment au cœur de la vigne et de la culture de la vigne. Voilà, et mon grand-père a fait, mon arrière-grand-père a fait des vins au retour de la Deuxième Guerre mondiale, où on retrouve des photos. Donc moi, en fait, je suis une petite fille de la Champagne, et ici, en Champagne, la plupart du temps, ça nous lie, puisqu'on revient et on se connaît de génération en génération dans cette région qui fait 34 000 hectares. Ok, si je comprends bien, parce que c'est pas à côté d'ici, le Ménil-sur-Roger. Non, c'est à 1 heure de route. Ok, donc c'est génération de ton arrière-grand-mère, Ma grand-mère, en fait, est née au Ménil-sur-Roger. là-bas, ouais. Voilà. Et Mon alors? grand-père est de Léméneux, Ouais, d'ici. d'ici. Ils se sont mariés. Ma grand-mère avait ce savoir-faire, en fait, de la vigne, puisque elle a hérité de vignes au Ménil-sur-Roger. Et ici, les terres agricoles sont passées terre à vigne en 1960. Elle avait le savoir-faire, elle avait toujours été aux vignes. Ouais, ouais. Donc, en fait, c'était très naturel pour elle, en fait, de planter de la vigne et de transmettre à mon grand-père la culture de la vigne. Donc là, on est en 1960 et il commence à planter un mont ici qui s'appelle le mont Chinqueux, qui est sur des sables, et il plante du pinot noir et du pinot meunier. Ok, ok. Et 1960, donc, il y avait pas du tout, non, il y avait zéro vigne. C'était une exploitation agricole avec zéro vigne. Voilà, il y avait pas de vigne Ok. là, et donc ça a été planté en 1960. Mais mes grands-parents avaient quand même des vignes au Ménil. Ok, ok, ok. D'accord, ok, excellent. Et donc toi, né ici, grandi ici. Moi, née ici, avec des parents qui étaient pas vignerons, en fait. Mes parents, ils étaient fonctionnaires. Donc, j'ai été élevée dans les écoles d'ici. Alors, avec tous mes copains vignerons, les fêtes, les vendangeoirs et tout ça. Et mon papa a repris tardivement avec ma maman l'exploitation. Ils ont repris en 96. Et donc, ils mettaient leur mou à la coopérative de Reims et ils vendaient des bouteilles à du particulier, en fait, voilà. Jusqu'à ma reprise où j'ai complètement arrêté et j'ai décidé donc en 2018 de passer le domaine en bio et je suis revenue en Champagne en 2014, donc à la mort de ma maman, et à mon père, avec mon papa aussi, qui a eu un accident de moto très grave, où il est resté alité pendant 2 ans. Et donc, je suis revenue en 2014 en Champagne. Donc, retour en Champagne, assez rapide, pour revenir auprès de mon papa, qui me restait en 2014, quoi. Ah oui, d'accord. Parce que tu dis qu'ils n'étaient pas vignerons, mais du coup, ils s'occupent, enfin, pas vignerons parce qu'ils n'allaient pas jusqu'au vin. Bah, ils ont été vignerons en 96, donc assez tardivement, Ouais. et ils étaient viticulteurs, et effectivement, ils mettaient leur mot à la coopérative comme 90% Ouais. des vignerons champenois, et ils récupéraient des bouteilles finies, et ils vendaient en fait aux particuliers. Ok, top. Voilà, et donc ma famille travaillait ensemble, donc tous les frères de mon papa travaillaient ensemble, donc la famille Bougie, et moi en 2018 j'ai pris ma liberté avec des très propres à moi-même. Je suis très passionnée de vin et c'était impossible pour moi de travailler en viticulture raisonnée. Ouais. Donc j'avais vraiment cette envie de faire mes vins. C'était comme un chemin, c'était vraiment une évidence. Et l'autre évidence, c'était de travailler en viticulture organique biologique. Ouais, ok, mais on va en parler. Mais par contre, 2016, c'est pas le début de ta vie professionnelle. 2014 2014, ouais, c'est pas le début de Non. ta vie professionnelle. Ouais, du coup, l'agence, c'est plus vieux, alors. L'agence, c'est 2014. Ah. Parce que dans mon histoire, en fait, j'ai travaillé à Paris longtemps pour une grande marque de champagne, où je travaillais avec avec toutes les étoilés parisiens. Donc en fait, j'ai vadrouillé les rues de Paris pendant 5-6 ans. Et je faisais tout ce qui était palace étoilé, c'était mon secteur. Et voilà, j'ai adoré ce boulot-là. J'étais à Paris. Et puis en 2014, je reviens ici assez rapidement. Et puis je me demande, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je savais pas faire grand-chose d'autre.
je savais pas faire grand-chose d'autre. J'ai fait un master dans le vin, j'ai toujours été passionnée de vin. J'ai passé un... Mais plus Bon. partie commerce, du coup. Bah non, Master j'ai aussi fait un brevet professionnel Ok. au niveau viticole, agricole. En gros, j'étais un peu une touche à tout. J'ai toujours été aux vignes, avec ma famille. Voilà. Ce qui me manquait, c'était que j'avais jamais fait de champagne. Donc j'avais visité des milliers de vignerons parce que j'étais vraiment passionnée, toujours passionnée de vin, un peu geek, mais j'avais jamais fait en fait. Voilà, jusqu'au pressoir, jusqu'au mou, cette fermentation, je l'avais pas créée et la prise de mousse non plus. Donc il fallait que j'apprenne en fait de quelqu'un. Donc en 2014, je rentre en Champagne. Je dis à mon père, bon bah ça y est, trop motivé. Sauf que je pense qu'il n'était pas prêt à ce moment-là, et je reprends le domaine qu'en 2018. Je suis assez persévérante quand même dans mon tempérament. Je crois avoir quand même un tempérament assez fort. Et donc je veux absolument faire mon vin. Et ça demande quoi, faire son vin? Bah, ça demande... et travailler en viticulture biologique, ça demande quand même pas une cave. Des fûts, là c'est le côté matériel, un pressoir parce que je voulais travailler avec très très peu d'intrants et donc travailler par gravitation, peu de pompage, enlevure indigène, en sous-bois, je sais pas, je me voyais pas vigneronne dans l'inox, ça me parlait pas, je voulais vraiment avoir vinifié sous bois. Et toutes ces convictions, elles te viennent de cette période à travailler dans la grande maison de champagne et je pense à avoir plusieurs types de champagne et te dire c'est ça que je veux faire, ou c'est les rencontres avec les 1000 vignerons dont tu parles et en rencontrant des vignerons qui travaillaient un peu. Parce que ce que tu décris, c'est une forme de travail qui n'existe pas qu'en Champagne. La volonté de faire du bio, tout ça. C'est en rencontrant les autres que tu te dis ok, j'ai envie de faire ça. Ah oui, parce que après, quand je suis revenue en Champagne, en fait, mon portefeuille, je l'ai créé que bio. Donc, que les vignerons avec qui je travaille, c'est des vignerons avec une agriculture biologique. Donc, je pense qu'il y avait vraiment, en fait, maintenant je m'en aperçois, mais vraiment, voilà. Et ensuite, la maison de Champagne avec qui j'ai vraiment travaillé et que je distribue toujours, elle travaille avec c'est une des maisons qui a une tonnellerie dans sa maison, qui travaille une grosse partie sous fût. Et donc un rapport au bois aussi assez important. Mais mon inspiration, elle vient des vignerons que j'ai visités. J'en ai visité, je sais pas combien, mais énorme. Donc chez chacun, en fait, effectivement, je sais pas, c'était une évidence de travailler avec le bois. Ça me parlait beaucoup plus. Ok, ok. Et ces vignerons-là, tous ces vignerons que tu visites, c'est pendant cette première partie de vie professionnelle, t'es salarié pour la maison de champagne ici, et tes week-ends, tes vacances, tu te balades à travers la France, c'est ça? Alors oui, j'ai fait ça, mais mes études aussi, j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'ai fait un master à Dijon, où une grosse partie, c'était de se promener. Donc c'était un bac+5, mais c'était vraiment super sympa. Donc en fait, notre boulot, c'était de visiter les vignerons. Donc c'est quand même sympa comme diplôme. Et ensuite, oui, j'ai toujours visité, en fait, ça me paraît une évidence. Ok. Je déguste toujours, dès qu'il y a un nouveau champagne qui sort, je l'achète, je le goûte, un nouveau vigneron, j'adore, partout, quoi. Je suis hyper curieuse, en fait. Ouais, hyper curieuse, passionnée, quoi. Et cette passion, elle se construit dès gamine, du coup, Ah, je sais pas, j'ai demandé la dernière fois à mes copines, parce que ma maman, elle est plus là pour me répondre, mais j'ai demandé à mes copines, elles me disaient toujours, je voulais pas aller aux vignes quand même quand j'avais 15 ans. Oui, ça, c'est le travail. J'avais Ah, vraiment pas envie. ouais. C'était l'horreur. J'y allais et tout ça, mais j'ai quand même des souvenirs, enfin, toutes les saisons, j'étais aux vignes, quoi. Hmm. Donc, hum, ouais, je pense que j'ai regardé toutes les clés des clés du terroir de Guillaume Baudin, très jeune en fait. Je pense que très jeune, je me suis passionnée euh, à ça. Et c'est quoi à l'intérieur du vin? Parce qu'à 15 ans, c'est pas forcément le goût, tu vois, c'est quoi? À 15 ans, je dégustais pas.
Mais on allait aux vignes et c'était un peu une communauté, c'est-à-dire que tout le monde va aux vignes ici. Les balades, en fait, c'est plutôt le terroir ici. C'est-à-dire, c'est les fêtes dans les vendangeoirs, on va aux vignes pour se faire 2-3 sauts, les copines elles viennent toutes travailler dans le domaine, moi j'avais des parents assez cool, tout le monde venait bosser au domaine quand ils voulaient. C'est un peu ces vies de village où quand on est jeune, ben on monte derrière un quad, une motocross, on va dans les vignes, on fait des pique-niques, on va faire des soirées aux vignes. Donc en fait c'est un peu l'univers. Ouais, c'est ça, tu te fais happer par le milieu en Voilà. te disant ouais je m'éclate en fait là-dedans. Oui, c'est trop sympa. Et puis d'un côté on connaît que ça. Parce qu'on est dans un village et dans une école viticole. Ok, et malgré tout, quand tu finis ton bac+5, là tu te dis pas, ça y est, j'ai envie de faire du vin dès maintenant. La partie commerce te branchait plus, envie d'aller à Paris, enfin, c'était... Euh, En fait, je pense que j'avais plus de peur. C'est-à-dire que quand je finis l'école, j'étais pas assez. J'ai fait une école de commerce aussi avant. Et je pense que j'avais plus de compétences et de connaissances vers le marketing et le commerce pour pouvoir avoir. J'avais moins peur en fait. Ouais, t'avais l'impression d'être plus légitime Voilà, sur cette partie-là. sur cette partie-là. Et effectivement. Et j'aurais eu peur d'aller sur quelque chose que je maîtrisais pas, où j'avais pas eu de transmission verticale avec mon papa. Donc en fait, j'avais plus peur d'aller dans cette direction-là. Ok, ok. Et le commerce, ça s'est fait un peu naturellement. J'ai jamais recherché un boulot. C'est-à-dire, j'ai commencé dans une grosse maison de Bourgogne. Après, j'ai été recrutée par un directeur en Champagne, une très belle maison prestigieuse. Et en fait, j'ai jamais cherché de travail. Donc, c'était un peu comme une évidence. Ok, ouais. L'autre C'est rigolo, challenge quand- était d'aller faire du vin. Ça n'a pas été une évidence au début. Parce que je me suis dit, comment je vais... Et puis, j'avais un peu honte. Je sais pas, j'avais peur. Et je me disais, mais j'y arriverai jamais. Et donc là, dans ces cas-là, on appelle ses copains quand même et on se dit les gars rassurez-moi et non je ne leur dis pas ça mais eux me rassurent très rapidement donc ils me disent non mais viens faire du vin chez nous on va t'aider nous et voilà et me voilà partie donc j'irai dormir chez vous avec mes fûts chez plein de copains Excellent. Excellent, ça démarre comme ça. Ok. et ça démarre comme ça alors ici on connaissait mon histoire elle est un peu rude, voilà, avec mes parents, mais donc il y a quand même une solidarité qui se crée chez ces copains qui reviennent en fait la plupart du temps de l'étranger, qui reviennent au domaine, mais tardivement en fait. Tout le monde revient tardivement ici, tout le monde fait son bout de chemin et revient après. Enfin ceux que je connais, Ouais. et voilà, donc en gros, quand je reviens, ils sont là. Et ils sont là, ils reviennent en même temps que moi reprendre le domaine ou travailler ici. Et voilà, cette affinité qu'on a en maternelle ou au collège ou quoi, et ben voilà, on se dit bon ben voilà, je suis revenue, tu peux pas me filer un coup de main et oui, c'est toujours hyper voilà, quand on est passionné, je crois que la passion elle déborde tout quoi, enfin elle passe tous les obstacles en fait. Moi j'avais pas peur quoi. Enfin si j'avais peur mais je me suis dit avec eux, j'aurais pas peur quoi. Ouais. Ils vont m'apprendre, ça va faire. Ouais, ça va le faire. Ouais, ok. Et tu reviens ici, il y a ces 4 années de battement entre voilà, le moment où tu reviens et le moment où tu démarres. Et c'est pendant ces 4 années là que tu dis que tu es tout le temps à droite à gauche. Non, pendant à faire- ces 4 ans, en 2014, je reviens en 2013, en 2014, je monte ma boîte. Agent commercial. Ouais, la partie Et je agence. vais chercher plein de vignerons, 25 vignerons. Et là, je me dis, je monte ma boîte indépendamment, et là, je vais vers des gens qui me parlent, que j'aime, quoi. Où je me dis, il y a vraiment un lien, où je veux vraiment inspirant. Et là, c'est parti. Ok. Et j'imagine du coup que ton réseau parisien que tu avais construit en distribuant la marque de champagne, c'est aussi tes premiers clients en fait, ces gens-là. Ben non, Je parce sais qu'en pas. fait, je change de secteur. Je monte ma boîte pour Reims. Ah oui. Je monte ma boîte pour Reims 51 02 08. Donc je recommence tout dans ma région. Donc moi je reviens de Paris avec mon petit baluchon et je reviens ici. Et ici j'ai une porte ouverte énorme. En gros, je suis trop contente de revenir
et on me fait comprendre que voilà, tout se passe bien, quoi. C'est rigolo, on dirait que t'es sur un fleuve tu vois, qui coule, et toi t'es dedans, hop, tu te laisses faire, des fois tu prends un peu des coups à droite à gauche, mais finalement ça coule, Ah quoi. ouais, ouais, ouais. C'est excellent, c'est Je excellent. pense que la passion, elle pousse tout, et l'envie de faire, et une énergie, on me décrit souvent comme une optimiste dans mon tempérament, mais effectivement, je, je, je vois je, je vois ce qui peut, je vois peu, je me dis, c'est comme un fleuve en fait, ça va couler. Ouais. C'est exactement ce que tu dis, la métaphore, tu vois, l'eau, elle descend, et une fois qu'on est ancré, je pense qu'on fait vraiment ce qu'on a envie, je pense qu'il n'y a rien qui peut nous arrêter. Ouais. Après, il y a le début de lancer. C'est quand même un pari parce que, alors, c'est ce que je te disais avant, le champagne, je connais pas beaucoup, mais je pense que c'est quand même un marché assez important. Reims, bon, c'est pas une énorme ville, mais il y a quand même du vin qui est bu ici parce que il y a du tourisme, il y a beaucoup de restaurants, etc. Et c'est ça, c'est les vignerons qui te font confiance pour distribuer à Reims au début. C'est quand même un sacré pari parce que finalement, t'arrives pas en disant je connais tous les chefs de Reims finalement. Ou en fait, si tu les connais par le réseau un peu. Non, non, je les connaissais pas. Je les ai connus qu'en 2014, j'étais vraiment... Ils te font confiance, du coup, les vignerons, les parties vignerons, de te donner leur carte, là, Oui, te font confiance sur la partie, oui, ils sentent la passion qui est en toi, oui, et que tu vas être capable oui, de vendre, quoi. oui. Ouais, énorme. Après moi, en vigneronne maintenant, je sens tout de suite aussi avec qui je veux travailler ou pas, quoi. Ouais, ouais. Comment? Je sais pas, c'est un feeling. Et en distribution, je sens pas mal les choses, comme ça fait très longtemps que je fais ça. Ouais, Et oui, c'est un feeling. ok. Je peux pas, c'est ce qu'on peut pas percevoir, quoi. C'est les connexions, c'est ce qui rend humain les choses, quoi. C'est ça, C'est comme avec le vin, quoi. L'émotion que ça peut créer, comme avec la cuisine. Je trouve que des fois, c'est peu perceptible. C'est des sens, on peut se dire, oui, en fait, j'ai envie de dire, c'est toujours la même chose, on sent les choses. Là, je le dis, on sent les choses. Ouais, Le vin, on sent les choses. On sent. J'en suis sûre. La cuisine, c'est pareil. Et, et les personnes, c'est pareil. Si on fait son vin avec tout son cœur, le mieux possible, en se disant, on extrait le mieux de la vigne. Franchement, en touchant à rien ou à pas grand chose, on, on fait des grands vins. c'est marrant comment tu lis complètement les deux activités aussi. Je suis arrivé ici en me disant, bon, on va parler de l'agence et après on va parler de fabriquer du vin. Et toi, tu mets vraiment les deux ensemble, quoi. En fait, t'es une des vigneronnes que tu distribues au même titre que les autres, quoi. Maintenant, moi, non, mais ça peut me faire rigoler. Je parle jamais de mon domaine quand je vais distribuer les autres. Ah bon? Tout le monde me dit ça, je dis, bah attends, je parle très peu de mon domaine quand je vais distribuer les autres vignerons à Reims. On en parle automatiquement parce que je suis Élise et que voilà. Mais j'en parle, j'ai beaucoup plus de. Je trouve ça plus compliqué de parler de son domaine que de parler des vins des autres. Hmm. Et aussi, là, ce qui m'est venu quand tu disais sur la partie connecter humainement avec les vignerons, sentir avec qui ça va le faire, et que le climat de confiance il se crée, et qu'ils se disent ok, tu vas distribuer. Après, il y a l'autre côté, le côté où il faut vendre. Là, par contre, tu choisis pas vraiment à qui tu vends. Enfin, les restos à Reims, à un moment donné, les jolis restos, il y en a 5-6. Ah non, il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Mais bon, à un moment donné, il y a des restos, tu sais que tu veux placer des vins, j'imagine. Et là, tu choisis pas qui est le chef, Ouais, mais qui est alors le la plupart du sommelier. temps, j'ai pas assez de vin pour tout le monde. Ouais, donc en fait, En allocation, j'ai beaucoup de vin sous allocation. ouais. Donc en fait, c'est un portefeuille qui a 10 ans, j'ai beaucoup de vins sous allocation, donc je suis pas dans... Tu cherches voilà. pas les clients en fait. Et puis Reims, au bout de 10 ans, voilà, il y a une ouverture, mais c'est pas c'est pas Paris, quoi. Ouais. Enfin, là, quand on peut comparer à Paris, il y a aucun rapport. Ouais, ça reste un petit monde. Et en fait, ok. Donc même côté vente, ça c'est un espèce de luxe, même côté vente, tu vends à des gens que t'aimes en fait. Oui. Ouais.
Ça, c'est quand même... Alors, je suis une optimiste, hein, donc moi, j'aime tout le monde. En ouais, principe. ouais, a priori, ouais, voilà, c'est ça. T'arrives en même temps. A priori, ok, trop cool. Et trop bien. Et cette agence, donc, du coup, tu dis que tu démarres avec 25 vignerons. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 25 aussi. C'est 25 aussi, peu de changements, ça a un peu bougé Ouais. depuis le début. Oui, oui. Je rentre pas tout le temps des nouveaux domaines. Le dernier que j'ai rentré, c'est Fumé-Châtelain, en Jura, avec Marin. Mais voilà, l'année dernière, et je suis assez calme sur l'entrée. Je préfère avoir un bon équilibre et que tout le monde soit content. Ok. Et c'est ça qui te fait vivre aujourd'hui, c'est la partie Oui, agence, oui, c'est la voilà. partie agence. Ah, ouais, qui te fait vivre, Oui. ok. Ok. Super. De toute façon, on en parlait, ce que je te disais avant, il y a l'épisode avec Seth Pradal là, sur les agents, alors lui qui est un agent parisien, donc c'est certainement d'autres échelles, etc. Mais c'est hyper intéressant, et la façon dont il abordait le job aussi, d'être le prolongement du vigneron, réussir à bien retranscrire... Son message. ouais, c'est ça le cœur du métier, quoi. Être le lien, quoi. Ouais. Et est-ce que tu dirais, parce que c'est rigolo, Seb me disait que avec les clients, tu sais, agents, c'est comme les agents immobiliers. Tu sais, c'est pas des gens, a priori, toujours hyper appréciés. Tu sais, c'est des gens qui prennent une com au milieu, entre deux personnes. Et Seb disait, euh, en fait, moi, j'ai ouvert des restos parce que ça me faisait kiffer d'ouvrir des restos. Mais en fait, du coup, quand j'arrive chez le client, chez le restaurateur à qui j'ai envie de vendre du vin, ah ouais, lui, ah oui, c'est un agent. Ouais, mais non, mais c'est pas un agent, c'est un restaurateur aussi. Et là, toi, du coup, Ah bah là, maintenant, je suis vigneronne. voilà, là, Oui, ouais, peut-être. Oui, ça se peut. Après, ça crée de la confiance, je pense, ça aide. ouais. Je sais pas, j'ai jamais trop ressenti ça, moi. Ouais. Ouais. C'est parce que c'est peut-être c'est pas énorme, 25 vignerons, au final, c'est relativement des petites échelles. Ok, trop cool. Et du coup, ici, alors c'est un énorme changement. Après, c'est pas très grand, ici, c'est combien la surface? C'est 2 hectares 80. Ouais. Donc un peu moins de 3 hectares. Euh, et ici, effectivement, c'est une taille humaine. Donc facile à gérer. Enfin, facile à gérer. Bah, le début, quand il a fallu quand même tout changer. Bah, le pressoir, je peux le gérer toute seule. En fait, j'ai beaucoup de postes dans Vinif où je peux gérer toute seule ou avec un accompagnement. Euh, mais je peux le faire toute seule, quoi. Et comment ça se passe du coup, parce que ton papa, quand tu reviens, que tu reprends les vignes et que tu dis que tu veux faire des bouteilles, tu veux passer en bio, etc. Comment ça se passe Euh, Mon papa, euh, je crois qu'il a pas calé le truc, quoi. Il s'est dit en quoi le semer et il était pas. En fait, il avait surtout peur pour moi parce que c'est beaucoup d'investissement. En Champagne, on met du temps à faire du champagne. C'est vraiment des lourds investissements financiers. Voilà. Et je pense qu'il avait vraiment peur. Parce que je suis arrivée, j'ai lancé les travaux et tout ça, et je suis pas allée de main morte. Et il s'est dit dans quoi elle se met, quoi. Et je pense qu'il avait plutôt, ouais, vraiment les peurs pour moi. Et maintenant, je crois qu'il sait. Alors après, il me connaît, il sait que j'ai quand même un gros tempérament et que. En fait, il n'avait pas trop le choix. Bah, il n'a pas d'autres enfants. Donc il s'est dit, bon bah c'est elle ou rien, quoi. Ouais. Parce que moi, la condition, c'était vraiment ça. Sinon, c'était non. Ok. Je n'avais pas de reprise. Et t'aurais été prête à acheter des trucs ailleurs s'il fallait acheter des vignes ailleurs ou... C'est possible d'acheter des vignes en Champagne d'ailleurs? Oui, c'est un peu possible. Non, je ne pouvais pas acheter des vignes autre part. Mais non, moi, je restais agent. J'étais agent, c'est tout. Papa, il avait peur et tout. Je lui dis, bah tant pis, moi, il faut que je monte ma boîte. Agent, tout va bien. Je restais que agent, quoi. Ouais. Et je lui dis, bah, Inch'Allah, on verra bien. Moi, de toute façon, je fais du vin ou niet, quoi. Ouais, du vin comme toi, t'avais envie de Ouais. faire. Ok. Et une fois que le truc se lance, que tu lances les travaux, etc. et tout,
il te suit, enfin, il file des coups de main. Oui, non, mais trop gentil, il est adorable, donc il va me suivre sans aucun problème, Ouais. voilà, et voilà, après il me suit, oui. Mais c'est sûr, mais je pense que ça, c'est l'instinct de parent. Enfin, moi, je suis pas d'enfant encore. Mais il y a un côté, je pense, dans l'éducation de tes enfants Puis et c'est même dur tout au long de la de vie. dire le changement de C'est le risque, génération, le risque, la peur, l'investissement. Ma fille, elle va se lancer pour, c'est ça. je dis pas de chiffres, mais des trucs énormes, Ouais, des vins qui vont faire là, elle n'a jamais fait. Enfin, t'as peur quand même pour ouais, bien tes sûr. enfants, C'est vertigineux. c'est complètement... Et quand t'es parent, je pense que t'es dans un... Je pense qu'il y a beaucoup de décisions dans l'éducation d'un enfant qui se font dans le sens entre guillemets, dérisquer, tu sais. Euh, protecteur. voilà, tu vois, tu sais pas quoi faire à la fin de la troisième. Bon, on va faire un bac général. Ah, tu sais pas quoi faire. Attends, qu'est-ce qui ouvre le plus de portes? C'est ça. Et tu vois, c'est ça, de dérisquer, d'enlever du risque. Tu vois, je pense que quand t'es parent, t'as peur de ça. Et dans le milieu vigneron, il y a la transmission. On refait la même chose que le grand-père. Ouais. Donc c'est très très important ça aussi. Souvent, on peut entendre bah, pourquoi tu fais ça? Parce que mon père il fait ça. Et ça, c'est quelque chose de très paysan. Mais ce qui est vrai, c'est le savoir-faire, en fait, qui est transmis comme ça de génération en génération. Et là, demain, on dit, ah ouais, t'es une fille, tu vas reprendre le domaine, tu vas mettre en bio, et puis tu dois tout vinifier. Là, ça faisait lourd, là. Ça fait beaucoup d'un coup. Ouais. Ça faisait lourd, là. Ça fait beaucoup d'un coup. Ça fait beaucoup d'un coup. Et au début, quand même, t'as dû passer beaucoup de temps ici. C'est quoi les... Parce que Non, pourquoi? le temps de tout lancer, les travaux à la vigne pour passer en bio et tout, c'est quand même assez lourd. Alors, j'ai toujours été accompagnée hein, de quelqu'un qui a bossé avec moi aux vignes. Je me rends pas trop compte. Oui, bah, ça a toujours pris du temps, effectivement, mais après, on compte pas. Hein, c'est le week-end, tout le temps. Je dis souvent, un domaine, c'est un peu comme un membre de la famille. Ouais. Part pas avec toi en vacances, mais il est quand même pas loin, quoi. Ouais. Et tes semaines, elles sont découpées comment, là, aujourd'hui, du coup? C'est saisonnier. Je travaille sur l'agence. En vendange, bah non, je suis ici. Donc, c'est assez saisonnier. Ouais, ça dépend des périodes de l'année. Ça Mm. dépend des périodes de l'année. Et ça pose pas de... Comment dire? Il n'y a pas des moments où c'est dur d'avoir les deux, en fait? Où il y a des trucs qui se superposent et... La plupart du temps, ça se superpose. Après, je suis ici, je suis T'es à quand même côté. proche de mon secteur. Ouais. Voilà, les gens me connaissent. Je pense que c'est aussi le temps. Mm. Comme le domaine, tout va plus vite, en fait. L'expérience, on met moins de temps à faire les choses, en fait, pour tout. Mm. Et je pense que c'est là ma force. Je me dis, j'ai 38 ans. Je me dis, je me sens plus... déjà, j'ai moins honte. Je sais pas pourquoi, mais j'avais un peu cet esprit de honte parce que cette légitimité à se dire, ok, tu montes ton domaine et tout, j'avais une peur, je sais pas, ouais, j'avais un peu honte en fait au départ, comme si c'était pas ma place, quoi. Et maintenant, j'ai sorti mes vins en 2021 et j'ai vraiment l'impression d'être à ma place. C'est quoi qui t'a donné la confiance? Le fait que ça se vende? Les retours? Ouais, les retours. J'ai plus peur de faire des choses qui me ressemblent. Parce qu'effectivement, bah, c'est comme si on peint une peinture pendant 3 ans. Et ben, on se dit, bah, j'espère que ça va bien plaire aux autres quand même. Parce que bon, quand tu ouvres la bouteille ou que tu montes ta toile, et ben, si tout le monde te dit c'est très moche, t'es pas bien quand même. Donc ça m'a déjà... Voilà, effectivement. Et c'est l'énergie et l'amour que peuvent me donner les personnes qui me dégustent mes vins, qui me donnent cette confiance. Et qui me dit, ok, reste sur cet optimisme et vas-y, quoi. Après, mes confrères aussi, vignerons, qui sont toujours très fraternels avec moi. Et petit à petit, la confiance se construit. Et depuis, tu lances du coup les travaux de labellisation bio et tout en 2019. Alors, 2018 sur une partie et 2019 sur tout le domaine. Ok. Donc là, ça a été labellisé et tout.
mes vins 2022, donc qui sortiront en 2025. Ouais, c'est ça. Parce qu'ici, c'est 3 ans en viticulture, mais faire de la bulle, ça dure 3 ans à peu près. Donc, en gros, c'est 6 ans. Ouais, c'est ça. Juste le temps de faire. Ok. Écoute, cool. Si on prend un peu de hauteur sur le champagne, je te disais, moi, c'est la première fois que je viens. Est-ce que peut-être tu peux commencer par expliquer rapidement, mais tu vois, les grandes lignes de l'AOP, qu'est-ce que c'est en fait un champagne, qu'est-ce que ça peut être, et un peu l'historique rapide. Oui. Alors, la Champagne, ça fait 34 000 hectares comme la Bourgogne. Il y a 3 cépages qui sont les plus connus, et après d'autres cépages anciens. Mais les plus connus, on va dire, ça représente 33% de l'appellation. Chaque cépage, c'est Pinot Noir, Pinot Meunier, qui est un cépage autochtone d'ici, qu'on appelle le Meunier, et Chardonnay, un raisin blanc. Voilà, chaque cépage a sa région de prédilection. Et quand on fait un champagne, en fait, donc on presse dans un pressoir. La peau ne colore pas les jus, donc on sort un jus clair. Et on décide de l'élever et qu'il y ait une transformation des sucres par les levures et que ça dégage de l'alcool comme un vin blanc tranquille. On appelle vin clair. Et là on décide... Donc là, je ne vous l'apprends pas, mais on fait une fermentation, donc levure indigène ou sélectionnée. On élève ces mous qui deviennent des vins en fût ou en inox ou ce qu'on veut. La particularité du champagne, c'est l'art de l'assemblage. Donc en gros, c'est assembler des crus, donc des villages, parce qu'un cru est un village, donc il y a 17 grands crus. Et un cru est un village, pas comme à Bordeaux où un château est un cru, ou comme en Bourgogne un climat est un cru. Ici, c'est le village qui donne la notion de cru. Et ensuite, c'est l'art de l'assemblage. Donc, on assemble des crus, des années, et on crée, dans une gamme traditionnelle d'un champagne, un brut. Une fois qu'on a fait cet assemblage, on va faire une prise de mousse, donc une deuxième fermentation. On va rajouter du sucre et des levures, qui vont fermenter dans la bouteille, et au lieu que le gaz carbonique sorte dehors dans l'oxygène, il va rester bloqué dans la bouteille et ça va créer de la bulle. Lors de cette fermentation, on va avoir des levures mortes qui vont se mettre dans la bouteille, et on va mettre un bidule. Là, je vous dis la fabrication classique. Un bidule, c'est une capsule de bière qui va récupérer ces levures mortes, ces lies, et après, on va décider de rajouter du sucre et du vin pour dire, ok, ça c'est un brut, un extra brut, un sec, un demi-sec. On va dégorger et on va mettre un vrai bouchon. Dans toutes ces étapes, en fait, chacun peut changer le maillon de la chaîne. Par exemple, ma fermentation est faite en levure indigène. Je vinifie tout sous fût, pas de collage, pas de filtration. Une prise de mousse. La plupart de mes cuvées sont faites sous bouchon liège, pour avoir plus d'oxydation. Mais on peut dire que ces vins clairs, dans ma philosophie des vins, c'est de travailler sur des très beaux vins clairs et la bulle et le poivre sur le plat. La bulle, c'est ce qui va nous apporter cette signature de la Champagne pour moi. L'important, c'est de faire des grands vins. Voilà. Et en gros, en Champagne, il y a plusieurs maillons, effectivement, qui sont plus importants, et dans le temps aussi, qui sont beaucoup plus importants. C'est-à-dire que quand on vendange en 22, minimum, on sort en 25. Oui. Donc, il y a beaucoup d'étapes de la chaîne, et je vous parle pas des vignes, la taille des vignes, voilà, tout ce qu'on connaît d'une viticulture traditionnelle. Tout ça, ça va influencer pour créer un champagne. C'est ça, c'est un cycle en fait qui est finalement beaucoup plus long qu'une bouteille de vin classique produite ailleurs en France, avec une partie... Une étape en plus. Voilà, une partie cave, voilà, où il y a effectivement l'étape de prise de mousse davantage. Ça veut dire que ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est les vignerons de Champagne. Quoi qu'il doit expliquer, mais il faut quand même avoir un attrait pour la partie cave transformation. Tu sais, j'entends pas mal de vignerons dire
Tu sais, moi, la partie cave, je fais vraiment qu'accompagner et laisser le vin se faire. Et moi, j'assure juste, je le borne juste pour, Oui. Pour pas qu'il y ait de risque. voilà. Oui. Là, il y a un petit côté, Non, parce que enfin, moi, en tout cas, j'interviens jamais sur mes vins. Clair. Après, la prise de mousse, c'est une fois. Il n'y a pas d'intervention non plus énorme. ces vins clairs, là, ici, parce qu'on est quand même, du coup, dans le nord du vignoble français, ça fait des vins très frais, très, très acides, Non. non? Bah, à l'époque, oui, effectivement, mais maintenant, ça fait des vins, on va en déguster tout à l'heure, des vins où tu pourrais te dire, ça peut te rappeler Chablisien, ou ça peut te rappeler Ouais. des, des régions que tu connais. Ouais, ok. Et tu peux mettre en bouteille ces blancs en appellation coteau? Coteau, voilà. Il y en a beaucoup qui le font ou... Oui, beaucoup, parce qu'il y a un réchauffement climatique. De plus en plus, les degrés montent en tout cas. Et puis, il y a de plus en plus de jeunes, quand ils se lancent, ils sont très passionnés. Et donc, effectivement, ils ont envie de faire des coteaux. Blanc, rouge et rosé. Ouais. Le coteau, c'est un peu le... C'est le... Parce que bon, c'est quand même des choix économiquement, il faut pouvoir le faire parce que tu vends pas le même prix une bouteille de coteau et une bouteille de champagne, quoi. Mais l'autre avantage, c'est que c'est court en élevage. Ouais, donc t'as moins de trésor, moins de place Ouais. prise dans les caves et tout. Ouais, c'est vrai que tu t'y retrouves un peu comme ça. Ok. Euh, hyper intéressant. Comment tu choisis... Donc je comprends l'intention de faire ouais, finalement des très beaux vins blancs clairs, comme les autres vignerons Voilà, en fait. exactement. Voilà. Exactement le même travail. Juste pour dire que la bulle, elle doit pas être le maquillage de quelque chose qui est pas beau, quoi. La bulle, elle accompagne. C'est pour ça que je dis, elle donne un peps, Ouais. elle donne quelque chose en plus, mais jamais elle va camoufler. Ouais. Ça, c'est important, je pense. Ouais. Parce que j'imagine que t'as des choix à faire dans le choix des levures que tu mets pour la prise de mousse, etc. Comment tu fais ces choix-là? Parce que j'imagine que ça a une influence sur les profils aromatiques après. La du vin, levure ou- de la prise de mousse, Ouais. enfin, c'est une levure qu'on nous donne, enfin, une levure bio, qui nous est donnée. Et il y en a de plus en plus qui font ça avec du mou concentré, mais je suis pas assez, j'ai pas testé cette méthode. Ok, ok. Et toi, comment tu fais pour choisir ses levures, choisir tout ça Enfin, il y a un vrai choix où Non, c'est une levure, en fait, qui a été sélectionnée et reproduite par une domaine fleurie. Et donc, c'est celle-ci qu'on utilise pour faire nos prises de mousse. Quand tu dis on, c'est toi ou Non, c'est de manière non, générale c'est de manière générale ce qui a été reproduit. Ok. Et c'est Tout donc le le monde laboratoire. Oui. Tout le monde utilise les mêmes. Bah, si on est en bio ou pas, non, mais. Ouais, ok. Donc ça, c'est des choses que tu achètes du coup en Oui. plus au moment de faire ton vin. Les levures indigènes, c'est la première fermentation. Ouais, c'est ça. Et elle faite avec des levures du terroir chez moi. Ok. Et pareil, après sur la partie le mélange vin-sucre que tu mets à la Le fin. dégorgement. Ouais, voilà, ça. Moi, j'en fais pas parce que souvent je récolte à des degrés mûrs pour moi. Donc, moi, j'en fais pas. Moi, je fais pas mal de choix sur le bouchon liège pour avoir une autolyse des levures plus importante. Parce que je te disais tout à l'heure que j'adore les lits. Donc, je les change jamais. Je suis toujours sur des lits complètes sur FU. Et autre chose, c'est que j'aime bien avoir cette oxydation ménagée avec des bouchons liège. Donc, au lieu de mettre des bidules, je mets des bouchons liège pour qu'il y ait un rapport avec l'air qui est différent. Et comme je colle pas et je filtre pas, j'ai toujours des lits quand même assez importantes. Et pour moi, c'est vraiment la base solide de mon vin. Et du coup, ça te donne des vins qui sont beaucoup plus amples avec. Moi, je trouve que ça m'apporte de la texture. Ouais. J'aime bien la texture, même dans les plats. Je m'inspire beaucoup de la cuisine. Je vais toujours déguster même des chefs quand ils travaillent beaucoup les acides ou les amers. Ça me donne des variateurs. Pour faire même mes assemblages, j'adore. Parce que, en fait, on travaille beaucoup ensemble. Et effectivement, je fais plus des vins pour la gastronomie, quoi. Ce moment des assemblages aussi, c'est un moment assez important. Tu fais toute seule? Oui. Ouais, tu fais vraiment toute seule. Oui. Tu prends pas d'avis. Non, on en parlait ce matin avec un copain. Ouais, non. En fait, si j'ai demandé des avis, mais moi, en fait, après, je fais ce que je veux, donc ça sert à rien, on perd trop du temps. Ok. Voilà. Ok.
À 38 ans, on commence à se connaître, en fait, à un moment donné, on va droit au but. Ouais, et puis tu fais ce que t'as envie de faire, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est chouette, fait, t'as réussi, voilà, à construire des choses dans lesquelles finalement tu fais ce qu'il te plaît, à tous les moments finalement de tes deux métiers. Tu fais pas, tes choix ils sont guidés par ce que t'aimes, et c'est Oui. tout. Ouais, c'est ça qui est chouette, en fait, quand on, quand on t'entend parler. Toujours sur le champagne, question large, après on va rentrer un peu dans le détail, pourquoi le champagne c'est le champagne en fait? Pourquoi c'est... Il y a des articles là, je crois que c'est un des mots de la langue française connu dans le plus de pays dans le monde. Tu vois, ça a complètement dépassé le... Bah, ça a une force énorme. Le mot champagne, c'est un truc dingue. Moi, je suis contente, mais je m'en aperçois pas. Je peux pas m'en apercevoir, moi. Enfin, je suis née dedans. Ouais. Donc, en gros, j'ai pas cette vision. Pour moi, la Champagne, c'est les copains d'ici, le terroir. C'est pas ce que le monde peut ressentir quand on dit Champagne. Euh, euh, ben, la Champagne, ça a été créé historiquement, en tout cas par... ici, il y avait beaucoup de familles de drapiers qui faisaient des draps et qui exportaient du champagne, et c'était plutôt des négociants à l'époque. Et c'est comme ça qu'ils ont fait vraiment connaître l'appellation, sur un double profession, et ils exportaient vraiment énormément. Il y a l'histoire des rois de France, qu'on connaît tous, c'est-à-dire que la France était découpée en deux, il y avait les ducs de Bourgogne et les rois de France. Ici, ça passait par la Marne, ça allait sur la Seine, et ça arrivait directement à Paris. Et donc, on faisait du vin pour les rois de France. On avait Pinot Noir et Chardonnay, c'est bizarre, comme en Bourgogne. Et donc, vraiment, chacun avait son fournisseur. Les ducs de Bourgogne, vraiment, c'était Bourgogne, et nous, c'était les rois de France. Donc, historiquement, voilà, on retrouve des œuvres de peinture où quand il y avait de la bulle, en fait, c'était beaucoup plus euphorisant. Et donc, ça montait plus à la tête. Et on retrouve des œuvres de grands peintres où on voit des gros repas, huîtres, champagne, pendant le siècle des Lumières, en fait. Et donc, c'est là où commence la magie du champagne. C'est la fête, ça explose. C'est un peu la frivolité, c'est l'huître, c'est siècle des Lumières. C'est là où vraiment on crée la magie du champagne. Euh, et puis la Champagne, a cette exclusivité, je crois aussi. Comme tu disais tout à l'heure, c'est toi qui m'as dit les Champagnes, j'ai l'impression que les portes sont fermées. Ouais. C'est dur d'entrer. Moi, je m'en aperçois pas. Mais T'es confiné avec tout le monde. euh, ouais, c'est ça. Ça, c'est à force de traîner dans les restaurants et les bars. Non. Mais c'est ça, en fait. Mais ouais, c'est fou, c'est ce que tu dis, cette, entre guillemets, marque champagne, comme ça, connecté, tu vois, ça connecte dans la tête directement à la fête. Ça, tu vois, d'avoir, que ça se soit créé, La évidemment, célébration. Ouais, La notion de célébration, ouais. qui est énorme, en fait. Champagne, c'est les grands moments, c'est la fête. On a beaucoup de chance. Moi, j'ai beaucoup de chance d'être née dans cette région-là. Et puis, la force des grandes maisons. Ouais, on Veuve Clicquot, ouais. LVMH, on peut quand même dire, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est quand même le plus gros luxe, le plus gros groupe français de luxe. Voilà, il y a du champagne. Ouais, ouais. Et ces forces marketing qui ont créé quand même cette notoriété. Qui ont été jusqu'au bout, ils ont investi énormément. Dans les années 80, ça a été énorme. Au niveau export, au niveau marketing, ça a été vraiment très très gros. Et c'est toujours très protégé. Ouais. On a vraiment une protection très forte au niveau de ça. Donc effectivement, l'appellation champagne est puissante. Bah oui, hyper puissante. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment c'est... Parce que voilà, il y a les maisons, ouais, qui représentent je pense, une partie très majoritaire des litres de vin de champagne Énorme. produits. Les Le coopératives. chiffre, c'est que 90% des maisons et coopératives vendent du champagne. 90% des ventes sont représentées par des coopératives et des maisons. 10% par des vignerons. Et 90% du vignoble appartiennent aux vignerons et 10% aux maisons. Donc quand on dit ça, on a tout compris. C'est-à-dire que l'un ne peut pas dépendre de l'autre.
Ouais. Et ça s'est construit dès le début, la force de ces grandes maisons. Les grandes maisons étaient des négociants à l'époque, ils n'avaient pas de terre. Ouais. Donc ils achetaient du raisin. Ici, le chiffre, je ne le connais pas énormément, pas exactement, mais la plupart des personnes vendent des mous, donc des jus de raisin, au raisin. Ouais. Ah ouais. C'est ça, c'est l'économie du. Elle s'est construite comme ça. Elle s'est construite avec ces grandes maisons, ce qui n'est pas le cas de tous les vignobles français finalement. Bah, pas du tout, oui. Voilà. Donc il y a des associations qui sont là pour gérer ce lien entre les maisons et les vignerons. Il y a des grandes révoltes aussi hein, des vignerons. Mais c'est notre système économique, quoi. Voilà, c'est ça. Et est-ce que, tu vois, j'écoutais un podcast sur Bordeaux en ce moment, où bah, c'est dur, où c'est un peu la crise, il y a des arrachages, etc. Et où il disait que à un moment donné, il y avait ce côté où le négoce, en fait, achetait tout le temps tout, puisqu'en fait, la force commerciale de Bordeaux était tellement énorme qu'en fait, voilà, où ça peut-être, il y a des moments, ça a mis des vignerons dans le confort, en fait, de savoir ce qui a entraîné une chute un peu de qualité, ou en tout cas, enfin voilà, chute de qualité ou pas, ça dépend pas partout, etc. C'est évidemment complexe, mais ça fait plusieurs fois que j'entends qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont été un petit peu dans le confort vis-à-vis du fait que le négoce achetait tout, quoi, finalement. Aujourd'hui, le champagne, c'est... Tu vois, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire ce parallèle-là? Moi, oui, la peur, en fait, ça serait effectivement qu'il y ait beaucoup d'achats et que le savoir-faire ne se transmette plus. C'est-à-dire que ce serait plus facile de vendre au kilo de raisin que de perdurer quelque chose ou un savoir-faire. C'est-à-dire que demain, si on saute une génération, imaginons que la plupart des vignerons ne veulent plus faire du champagne. Ils savent juste être viticulteurs aux vignes. Ils savent plus vinifier. Ils savent plus tenir un pressoir. Ils savent plus distribuer. Qu'est-ce qui se passe? On perd notre savoir-faire de vignerons et de transmission. Et effectivement, ça pourrait poser problème dans cet équilibre. Ah. Peut-être. Parce que la partie fabrication de vin dans les maisons, j'imagine que ceux qui travaillent là, c'est des gens évidemment méga compétents, etc. Mais tu vois, c'est une culture en fait. Faut comme toi, tu vois, baigner là-dedans depuis petit. Ça prend pas en 3 ans à l'école, tu vois, de faire du vin. Il faut le vouloir en fait. Il faut aussi que ces vignerons qui passent par l'école de viticulture veuillent devenir vignerons. Et se disent pas, ça me suffit d'être viticulteur. Ça me suffit parce que j'ai pas besoin de plus. C'est une vision assez micro. Qu'effectivement, de se dire, je ne perds pas le savoir-faire. Je fais du vin. Je le vends. Je le distribue. Il faut beaucoup de compétences pour ça. Et il faut beaucoup de compétences et que s'il n'y a plus l'envie, parce qu'on n'en a plus besoin en fait de faire tous ces efforts, ça pourrait être un risque. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense. Ouais. Non, mais ça paraît... C'est peut-être ce qui peut faire le plus peur. Moi, c'est surtout pour l'appellation et la transmission, c'est surtout cette peur de perte de savoir-faire. Parce que les premiers, en fait, moi j'ai l'impression que les premiers à souffrir, si jamais il y avait une baisse de demande sur le champagne ou quoi, tu vois, ce serait peut-être en premier les vignerons, justement, les vignerons indépendants, ceux qui vont jusqu'au bout du process, parce que justement, ils n'ont pas les forces commerciales et les forces tu vois, de frappe marketing que peuvent avoir les grandes maisons. Et... Ok, et ça en parle ça un peu? Moi, c'est un truc qui m'intrigue, je sais pas. Tu vois que ça arrive à Bordeaux, ça en parle un petit peu dans le milieu ici. La différence par rapport à Bordeaux, je pense qu'il y a quand même une différence, c'est que les championnats maîtrisent leur système de distribution. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par la place de Bordeaux. Ouais. Comme les Bourguignons.
C'est-à-dire que je pense que quand même en maîtrisant la distribution, on divise nos risques. Et ça, c'est notre force. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas comparable. Ouais, c'est ça. Je pense. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, vous connaissez encore tous vos clients finaux. Exactement. Voilà. Ce qui à un moment donné à Bordeaux n'a pas été le cas. Ben, c'est pas Le le cas. lien, oui, c'est pas le cas avec la place de l'économie de Bordeaux. Bordeaux fait que tout doit passer par la place. Voilà. Sinon, il faut sortir de la place. Voilà, c'est ça. Donc en fait, tout est vendu, un petit vigneron, c'est vendu par un négociant bordelais, Ouais, c'est ça. qui peut avoir des châteaux ou pas. Donc dans ces cas-là, c'est désuet de liens. Ouais. Donc je pense que notre force, c'est encore de garder cette proximité avec les gens qui... Mais d'un côté, c'est... Tu le dis, tu viens nous voir. Tu donnes envie de déguster les vins de telle et telle personne. On parle d'identité, de personnalisation, de plus en plus. Mais là, tout a été complètement brisé au niveau du lien. C'est-à-dire que acheter un château par plusieurs négociants, on n'a pas l'histoire du vigneron, on ne sait pas en fait. Y a plus, on comprend plus en plus. Où est-ce qu'il se situe, mais quelle région, c'est le chantier, les crus classés, pas classés. Enfin, je pense que c'est ce flou artistique qui a fait la dégringolade de Bordeaux. Ouais, ok. Mais oui, c'est très très vrai ce que tu dis. La différence avec Bordeaux, sur le côté la place de Bordeaux, ok. Le Champagne avec la Bourgogne, c'est un vignoble sur lequel la demande à l'échelle mondiale est plus grande en fait que l'offre. Donc ça, toi, quand tu commences à mettre tes vins sur le marché et tout, tu le ressens. C'est dur de vendre tes vins ou non, pas tellement. Non, parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai participé à plusieurs choses. J'ai fait le prix des artisanes par Elle. Et donc, j'ai remporté ce prix, le prix de l'artisanat, à la Fondation Louis Vuitton. Ensuite, j'ai eu... moi, j'ai eu une bonne étoile. Ou je sais pas, c'est peut-être pas une bonne étoile, mais en tout cas... C'est du travail bien fait aussi. Oui, peut-être. Mais en tout cas, j'ai fait des choses qui me faisaient plaisir. Et ma distribution, je l'ai sélectionnée. J'ai voulu travailler avec des gens qui me ressemblaient. Qui avaient cette notion d'artisanat. Et je voulais aussi bosser avec des restaurants, parce que j'adore aller au restaurant. Et les chefs et tout ça. Donc effectivement, j'avais un lien. Et souvent, j'aime bien accompagner leur cuisine. Ok. Ok, bon, top. Et alors ici, du coup, le domaine aujourd'hui, donc tu travailles, donc tu as une personne qui est salariée à plein temps à la vigne, c'est ça qui t'accompagne? Oui. Ok. Et... Mon mari qui est venu me rejoindre, Ouais. qui était dans une maison de champagne et qui est venu me rejoindre. Qui vient aussi du vin, lui, qui a fait des études dans le vin, qui... Oui. Ok. Voilà. Et c'est tout. Et il y a moi. Ouais. Voilà. Et ton mari, lui, c'est quelle partie à l'intérieur du métier qui l'intéresse particulièrement? Et est-ce que Vigne. c'est vigne? Et il s'occupe ici? Ouais, depuis 2 ans, de toute la partie bio, application, vraiment terrain, plutôt mécanisation, quoi. Ok. Et qu'est-ce que les vins que vous voulez faire, et peut-être après tu peux expliquer comment tu as créé ta gamme, qu'est-ce que vous avez voulu faire? Alors, j'ai vraiment eu cette notion de terroir, parce que la Bourgogne, ça me parle beaucoup. Et quand je me suis dit, Élise, réfléchis, parce que comme tu pars d'une page de zéro, quand tu vas être vigneronne, pourquoi tu veux y être déjà? Et je me suis posé la question, projette-toi. Et je voulais vraiment être messagère d'un terroir. Et je voulais vraiment passer, transformer un terroir propre. Donc moi, je suis pas la reine de l'art de l'assemblage, je suis plutôt la reine de l'art de la parcelle. Et donc j'ai commencé à faire ma plus grosse parcelle qui s'appelait Montchinqueux, enfin qui s'appelle toujours Montchinqueux, 1,80 hectare, et j'ai commencé à vinifier ça. Après, j'ai fait mon autre parcelle qui s'appelle Chétillon de Haut, au cœur du Ménil-sur-Roger, en Chardonnay. Et ensuite, j'ai fait une autre parcelle qui s'appelle Les Coulmets, au Ménil-sur-Roger aussi.
Et après, j'ai fait des coteaux. En fait, j'ai fait tout de suite des coteaux. Parce que ça m'excitait trop. Je me suis dit, non, mais j'adore le vin, c'est pas possible, je vais faire des vins sans bulles. Voilà. Et voilà. Du coup, si tu fais coteau blanc, rosé, rouge, Oui, ouais, du coup, ça fait des petits, L'eau. ouais, pas beaucoup de bouteilles par Non. cuvée, quoi. Non. Ouais, ok. Et, et ça, c'est toi qui as décidé, vous êtes d'accord avec votre mari, tout ça. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé? Alors moi, je suis partie toute seule au départ. Ouais. Et mon mari On te m'a rejoint un peu rejoint plus tard. après. Voilà. Et Est-ce que ça a changé depuis le début? bah, je demande à mes copains si ça a changé quand ils dégustent. Ils me disent, oui, on trouve que t'as appris quand même, t'as appris vite et que t'as appris des vins qui sont plus complexes et voilà quoi, qui font. Au départ, on sentait que c'était. Alors j'ai travaillé tout de suite avec un tout petit peu de soufre ou pas du tout parce que j'ai appris chez des copains qui travaillaient comme ça et je voulais vraiment bosser comme ça. Euh, Là, je suis à 5 grammes de libre et 20 de combiné total. Et puis mes premiers 20, j'ai plus rien. Je suis en dessous de 10 grammes de combiné total. Donc, il n'y avait pas de collage, il n'y avait pas de filtration. Donc, je suis un peu partie quand même rock'n'roll. Hein. J'ai appris à faire ça, des vins en étant protégés, en les protégeant naturellement. C'est quoi les étapes, c'est quoi les grandes lignes pour réussir à faire ça, pour réussir à peu mettre de soufre dans les vins? L'air. Maîtriser l'air. Maîtriser l'air. Et l'oxygène, quoi. Donc ça a été Ça veut vraiment... dire il faut le vin, pendant qu'il est fabriqué, soit peu Ouais. en contact Ouais. avec l'air. Ouais. Donc il faut utiliser les contenants de exactement bonne taille, il faut tout ça. Ouais. C'est principalement ça. Peu pomper, gravitation naturelle, tout ce qui peut ne pas apporter de l'air au vin. Pas le brusquer, quoi. Voilà, pas de collage, pas de filtration. Euh, et, et l'objectif, c'était vraiment d'intervenir le moins possible. D'avoir une interprétation du terroir et avec ma signature au bout. Ok. Avoir ce savoir-faire. Ça me faisait rêver quand j'arrivais chez un vigneron et que je me disais, oh, ça représente le terroir et son savoir-faire. À l'aveugle, j'arriverais à le reconnaître. J'adorais. Ouais. Et tu penses que tu penses que t'en es où de la réussite de ça chez toi? Ah, je sais pas, en fait, je trouve jamais que j'ai bien réussi, c'est horrible. J'aime pas trop mes vins. Ah ouais? Enfin, si je les aime bien, mais je me dis, ils peuvent faire mieux. Ok. Tu vois, donc j'ai cette exigence qui est... j'espère qu'après 40 ans, je serai moins exigeante envers moi-même. Ok. Voilà, j'ai toujours ce truc de la perfection. Ok. Ou l'image de ce que je veux vraiment, quoi. Ok. C'est pour ça que t'en parles pas trop du coup quand tu visites tes clients de l'agence? Non, parce que quand quand je fais mon boulot d'agent, je suis en boulot d'agent et s'ils me demandent, voilà, j'ai pas envie d'embêter avec ça. Ok, super. Et tu vends, donc tu disais caviste, resto, Ouais. en France, à l'étranger aussi ou Ouais. Ok. T'as eu envie dès le début de vendre à l'étranger, c'est quoi? C'est un choix pas Non, tout mais au seul. début, on sait pas trop. Au début, ça arrive, les gens parlent, les importateurs arrivent vite, ils sont très sympas. L'objectif, c'était de vendre aux professionnels, ceux qui font ma prescription. Donc, café, hôtel, restaurant, caviste, et sur des gens qui comprennent le message, en fait. Je pense que mes vins, ils parlent pas à tout le monde. Ok. Et donc finalement, t'as pas fait de calcul en disant je veux qu'il y ait tant de bouteilles dans telle ville, tant de bouteilles dans telle ville, tant de bouteilles dans tel pays. C'est au fil des gens qui sont venus ici goûter, avec qui t'as eu le feeling, ils te disaient ouais genre j'en veux 36, j'en veux machin. Ah si, quand même un peu. Je pouvais pas parce que sinon tout le monde voulait tout m'acheter tout de suite. Donc j'ai pas pu dire à quelqu'un, oui, pas de problème, pour ton pays, je te vends tout. Puis n'oublie pas quand même que je fais de la distribution depuis longtemps. Ok. Et est-ce que t'as dit un truc tout à l'heure, ça m'a paru étonnant, tu dis ici, si j'ai bien compris, jusque du coup dans les années 60, c'était encore en polyculture. Oui.
Ouais, c'est ça, c'était pas planté encore. Non. C'est parce que l'AOP, t'as grandi? Oui. Ok. Oui. Ok, ok. En fait, il y avait des vignes avant le phylloxéra et ça a été replanté. Ok, ok. Oui, il y avait des vignes avant le phylloxéra. Ça n'a pas été planté Ouais. et l'ère d'appellation s'est ouverte. Ils ont pris historiquement là où il y avait eu des vignes de plantées, ils ont redonné des droits de Parce que plantation. l'appellation Champagne, c'est au début, c'est 30, les années 30, c'est ça? Exactement, mais là, ça s'est agrandi en 1960. Ok, d'accord. C'est quoi? C'est les vignerons qui ont... Oui, c'est les vignerons qui ont eu envie que ça s'agrandisse. Ou l'appellation, je ne sais Ouais, pas trop, ouais. je t'avoue Ok. ça, au niveau historique, j'ai pas Ouais. cette Et information. est-ce qu'aujourd'hui, parce que je me dis, il doit y avoir des vignerons qui aimeraient que ça grandisse aujourd'hui, il doit y avoir que... Enfin, c'est une grosse machine, le champagne. Enfin, il doit y avoir des gens qui ont envie que leur terre soit en champagne et tout. C'est Ouais. sûr. Ouais. Ça en est où, ça? C'est... Je pense que ça n'avance pas. Ouais. Moi, j'ai pas envie, ça. Ouais. J'ai envie de rester comme ça. Tu veux que ça reste là? Ok. Et le futur, du coup? Le futur du domaine Le futur, à court terme, je fais mon tirage la semaine prochaine. Ouais. On est en juillet. Le futur, je suis bien là. Pas envie de grandir, pas envie J'ai de... envie d'avoir plus de vin. J'ai envie de garder mes vins plus longtemps en clair. Je trouve qu'il y a vraiment une étape supplémentaire si je rajoute un nom de plus. Tu vois, un peu comme en Italie, là, dans des gros foudres. Laisser plus de temps à mes vins. Mais pas particulièrement en bouteille aussi, je fais un gros travail. Mais aussi en foudre. Donc ça, j'ai trop envie. Non, j'ai pas trop envie de plus. Ok. Parce que les semaines... On en parlait tout à l'heure. Les semaines sont assez occupées. Ouais. Ouais. J'avoue que j'ai envie de plus, en vieillissant un peu, voilà, un peu plus de temps. Ok. Pour mes enfants, déjà, ce serait pas mal. Ouais. Ils ont quel âge, ces enfants? 10 et 11 ans. C'est 2 filles, elles s'appellent Garance et Louise. D'accord. 10 ans, ça va rentrer au collège, là Oui, c'est ça, c'est rentré, ouais. Ouais. Il y en a une, la grande, Une, rentre la au collège. grande, ouais. Ok. Dans le collège où toi t'étais? Oui. Ça, c'est excellent, ça. Donc Et effectivement, il doit rester. on reconnaît les enfants qui sont dans sa classe parce qu'ils ont la même tête que les parents. Les parents, voilà, tu reconnais les profs aussi, ça se trouve? Exactement, Toi, t'as j'ai fait eu, les parents profs avec mes profs. Ouais, c'est ça. Il va y avoir des anciens que t'as déjà eu. Ok, excellent. C'est qui les gens qui t'inspirent? Particulièrement ici en Champagne ou ailleurs? Tous les vignerons que je distribue, ils m'ont tous inspiré. Sylvain Pataille avec son fleur de pinot, il m'a inspiré, c'est ce qui m'a donné envie de faire un coteau rosé. Les Brettes m'ont beaucoup inspiré et m'inspirent toujours pour leur façon d'aller jusqu'au bout des choses. Guillaume Cluzel pour la façon de faire des rouges avec une texture de dingue. En côte rôtie, je trouve mais fou, je trouve qu'il vinifie super bien ses rouges. Lagrange Tiphaine, Coralie et Damien Delechenot m'inspirent par leur exigence et leur progression dans tout ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont rendu du domaine. J'en ai plein en fait qui m'inspirent tout le temps. Et en Champagne, je les connais trop. Donc je vais dire mes copains, mais c'est parce que bien sûr la famille Selos, parce que c'est un modèle qui a été un des pionniers pour avoir une identité et créer cet univers-là. Mais les Benoît Lahaye, j'adore. Non mais j'en ai plein, hein, chez ma copine Delphine Boulard. Après je les connais tous bien, donc ils m'inspirent un peu tous. Ils m'ont prêté des fûts, ils m'en ont donné, ils m'en ont vendu quand j'ai commencé. Fred Savard, je le connais depuis longtemps, il habite à côté de chez moi. Nico Maillard qui est mon copain là-bas. Cyril Bonnet qui est mon exomile du vin. J'ai vinifié avec tous, donc enfin pas tous, mais j'ai vinifié avec un petit peu et je les connais quand même pas mal. J'ai tous été visiter leur cave, voilà, donc ouais. C'est trop bien d'entendre ça, d'entendre le côté Positif. humain, positif et solidaire que vous avez entre vous. Je sais pas, c'est pareil, c'est dans l'image du champagne qu'on se fait, on s'imagine le truc très business, très, Ah tu bon vois, ouais, je sais pas. Non, c'est assez L'extérieur, fraternel. Ouais,
Ça, c'est bien de Bon prendre alors ça. après avec les gens qui nous ressemblent, hein, mais comme tous les groupes d'école, quand Ouais. on est enfant, et puis nous on a été élevés ensemble quand même, comme on dit. Oui, Si oui, tu oui. me le dis, euh, on est tous des villages, on a tous été élevés ensemble. Comment tu progresses? L'inspiration. En t'inspirant du coup de ce que font les autres? Pas spécialement. Je peux m'inspirer, tu vois, d'une cuisine. Par exemple, tu vois, je peux aller goûter enfin, des chefs qui vont aller vachement sur les acides et les amers. Et des fois, je me dis dans mes vins, est-ce qu'il faut vraiment que j'aille chercher ça? Et quand je goûte la cuisine, je me dis, mais putain, mais oui, mais on peut y aller dans mes assemblages, dans ma récolte. Tu vois, dans la perception de la nourriture et des chefs, ça peut m'inspirer. Ah, c'est intéressant ça. C'est Dans les intéressant. sauces, tu vois. Les sauces, les textures. Et je trouve que c'est vraiment un travail, enfin, un boulot qui est vraiment parallèle dans la transformation et la création. Dans le pain, tu sais, les nouvelles levures indigènes, là, où tu sens des pains avec, tu vois, un acidulé. Enfin, je pense que tu vois ce que je veux dire, un nouveau goût, en fait. Et tu vois, dans mes vins, je me dis, je peux vraiment aller vers ça. Ok, ça brise des espèces de limites que tu te mettrais. Ouais. Oui. Après, c'est des prises de risque, ce que tu dis, c'est pas le même temps. Le chef qui fait un plat, c'est très éphémère. Ça, tu vois. Toi, là, quand tu prends des décisions d'aller dans des directions, c'est des choses de temps long et que faut pas que ça rate, quoi. Faut pas que ça rate. Il y a peut-être un peu plus de... Rater un vin, c'est pire que rater un plat, quoi. Tu vois, Oui, parce qu'on peut pas le refaire, mais ça fait partie aussi de l'expérience. ouais. C'est quoi, voyons, ton échec le plus marquant? Soit sur l'agence, soit sur ici le domaine. Alors, c'est hyper dur de répondre pour moi parce que je suis une optimiste et je vois pas trop les échecs. Je les transforme tout le temps dans des forces. Ok. Donc, je me dis jamais, mais non, mais en fait, ça m'a vachement inspiré. J'ai réussi à m'en sortir. Ah, je sais pas. Ouais, c'est difficile. Pour moi, c'est hyper dur. Ok. C'est bien. Je pense J'ai que... pas le côté... Ouais, j'ai pas ce côté hyper... Tu vois, ça va pas me... Bah, 21, ça a été très dur. J'étais en résilience complète parce que c'était mes premières années. Et 21, j'avais quand même pas de raisin. J'ai été touchée par le mildiou. Et ça a été très dur pour moi. Sur la viticulture. En fait, souvent, c'est la nature. Des fois, ça me fait peur, quoi. Parce qu'on vit vraiment avec et on est vraiment obligé de s'adapter. Et ça me fait vraiment très peur. Et là, on est dans une année aussi qui, j'imagine, fait un peu peur. Oui, Ouais. on aimerait bien que les pluies Ça va être un peu, cessent. Ouais. c'est clair. Et ça me fait vraiment peur. Et voilà, après, il faut juste effectivement gérer ses vins pour que ça parte pas trop. Mais après, si c'est des beaux raisins, que c'est vinifié proprement, que tout est nickel, il n'y a pas trop de peur. C'est toujours pareil, ce fleuve qui coule, ça va. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une question que tu n'aurais pas aimé que je te pose? Non, je sais pas. Et si je devais aller voir un vigneron ou une vigneronne, quelque part en France, pas forcément en Champagne, hein, tu me dirais d'aller voir qui? Ah, c'est trop dur. C'est trop dur parce que je trouve que tout le monde a, comme tu dis, sa particularité et... Je sais pas, pour faire quoi? Pour faire la fête jusqu'à 4 heures du mat? Non, ou- faut faire ça. En fait, ça dépend pour faire quoi? Non, faut faire ça, pour faire ce que je fais là. Ah bah, il y en a plein, hein, je peux te faire une liste, je t'en mets une trentaine si tu veux. Ils peuvent s'éclater, hein. Non, je sais pas, il y en a plein que je trouve très communicants, très... Je sais pas. En Champagne, il faut aller voir... En Champagne, il faut aller voir Cyril Bonnet, Nicolas Maillard, des copains à côté, là. Ils sont très sympas, Jean Servagna, des copains de la petite montagne. C'est des clans un peu les différentes. Non, Non, ça va, c'est cool. non. C'est une question de... Non, par contre, je pense que la façon de cultiver sa vigne et de vinifier, ça, c'est un peu plus un clan.
Ouais. Parce qu'on a les mêmes problématiques, en fait. Ouais. C'est juste on gère les mêmes problématiques, donc on s'appelle plus, on communique plus sur la viticulture biologique, des interventions naturelles, de la vinification. Donc là, on peut plus s'appeler, en gros, parce qu'on a les mêmes problématiques. Le bio en Champagne, ça représente 2%. c'est moins que le reste du vignoble français, beaucoup moins Oui. que le reste du vignoble français. Pourquoi? Pour la même question de pourquoi faire des bouteilles. Parce qu'il y en a qui n'en ont peut-être pas besoin. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut juste se faire sa part. C'est-à-dire que je fais du bio pour faire ma part comme la part du colibri, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il faut faire sa part dans une viticulture qui est bien trop polluante actuellement. Donc, voilà. C'est important pour moi. Bon, bah super, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, cet épisode est terminé. Merci pour votre écoute et j'espère qu'il vous aura plu. Fait voyager un peu dans le quotidien des gens qui font le vin en France, donner envie d'aller goûter dans les domaines, et pas que, pour rencontrer toutes ces personnes formidables. Évidemment, je vous invite à vous rendre sur baltaz.co pour recevoir chez vous les vins de nos fantastiques vignerons, tous invités sur le podcast, pour goûter le fruit de leur travail. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Si l'aventure Baltaz vous intéresse, sachez que j'enregistre aussi un podcast solo que j'ai appelé Baltaz Story, avec un Z, dans lequel je raconte un peu ce projet, mes idées, les difficultés, les réussites, les réflexions. C'est dispo sur toutes vos plateformes d'écoute. A très bientôt, n'hésitez pas à me contacter pour toute demande.